S'il y a bien un truc qui m'a toujours interpellé pendant les élections, c'était que les gens se mettaient à voter pour chasser des incompétents. Par contre, ce que je comprends pas tellement, c'est que pour chasser des incompétents, ils décident de voter pour des nazes. Et moi, ça, c'est un truc que vraiment je ne comprends pas. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a, ils votent par contestation, ils votent. Eh, mais quand même, vous allez mettre au pouvoir des gens qui, bah, visiblement, ils n'ont pas les capacités. Donc, je veux bien hein, qu'on puisse être contre les élites. Hein. Il y a eu des tas de livres sur ça, il y a eu des tas d'informations, de reportages, de documentaires pour nous montrer à quel point on a une classe politique qui est relativement corrompue, relativement molle, relativement faible, relativement lâche, relativement intéressée par ses propres intérêts, mais pas vraiment par l'avenir de la nation ou de leurs concitoyens. Bon, pourquoi pas, mais alors pourquoi vous votez pour des candidats absents, des candidats nuls, et des candidats qui visiblement bah, ils font pas mieux que les précédents en fait. Pourquoi vous leur donnez du pouvoir? Si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai sorti il y a quelques jours, quelques semaines, sur la chaîne principale, donc il y a déjà un mois, une vidéo sur un livre de François Bégodeau qui s'appelle Comment s'occuper un dimanche d'élection, et dans lequel il explique que l'élection dans nos démocraties modernes, finalement, elle n'est pas si démocratique que ça. Elle sert juste à renouveler le pouvoir, elle sert juste à avoir une sorte d'assentiment des citoyens, mais les citoyens, d'une manière générale, ne sont jamais maîtres de leur destin. Donc je vous invite à aller la découvrir, hein. Je vous mets une petite fiche en haut de l'écran pour que vous puissiez aller la voir directement. Si vous êtes intéressé de philosophie politique, elle devrait vous plaire. Et alors, dans ce cas-là, quand je dis pourquoi est-ce que les gens remplacent des incompétents par des nazes, eh ben, je me suis intéressé à cette carte. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est la carte de la honte. En fait, c'est une carte qui a été mise en place plutôt par des gens anti-Rassemblement national pour montrer justement toutes les frasques, toutes les dérives, toutes les imbécilités, tous les manquements, tous les travers, enfin toutes les casseroles de tous ces candidats qui ont passé le premier tour. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu la majorité au premier tour et ils sont potentiellement de futurs députés. Alors, par exemple, si vous êtes contre l'assistanat, si vous êtes contre le fait qu'on file des aides à des gens qui ne les méritent pas, j'espère qu'en votre âme et conscience de citoyen éclairé, vous n'allez pas donner votre capacité de décision, votre capacité de représentativité à quelqu'un qui, visiblement, va toucher 5000 balles par mois plus 6000 balles avec vos impôts, à des gens qui, visiblement... ont ni le niveau, ou alors sont vraiment borderline en ce qui concerne leur intégrité, leur éthique et leur rapport à leurs concitoyens. Là, par exemple, on a Oise, deuxième circonscription, Philippe Ballard. En mars 2023, il embauche Marie-Christine Baudin, la mère de Sébastien Chenu. Donc Sébastien Chenu, qui je crois est un... Je ne sais pas s'il est sénateur Rassemblement National ou député, mais enfin, c'est un haut gradé du Rassemblement National, comme assistante parlementaire alors que celle-ci est âgée de 75 ans. Alors, et en plus, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que là, on ne pourrait pas dire que c'est des rumeurs, c'est des machins, tout est sourcé. Et là, c'est quand même le magazine Challenge. Hein. C'est pas un magazine d'extrême gauche, hein. C'est pas un magazine de gauche, c'est pas un magazine socialiste, c'est Challenge. Là, on pourrait dire, oui, c'est un service parce que peut-être que cette dame, Marie-Christine Baudin, âgée de 75 ans, elle a peut-être une petite retraite, elle gagne peut-être pas très bien sa vie, et donc c'est un moyen de lui assurer, entre guillemets, une meilleure retraite. Bon, moi j'appelle ça un emploi fictif, et j'appelle ça de l'assistanat. Parce que si le Rassemblement national voulait aider les gens dans la situation de la mère de M. Chenu, M. Chenu qui je pense touche quand même dans les 6-7 000 euros par mois facile, il pourrait l'aider. Mieux que ça. Et il pourrait voter par exemple, le Rassemblement national des lois qui feraient que le minimum vieillesse augmente ou que la CSG diminue sur les retraites. Enfin bref, il pourrait voter des lois sociales. Parce que, je suis désolé, mais si vous-même vous êtes dans une situation où vous avez plus de 70 ans, que vous votez Rassemblement national, mais que vous n'avez aucun de vos enfants dans le parti qui puisse vous filer un poste à emploi fictif, bah en fait, vos impôts vont permettre de financer l'emploi fictif de Marie-Christine Baudin, mais vous, votre situation ne va pas s'améliorer. Donc moi, je trouve ça quand même un peu bizarre. Pour un parti qui est contre l'assistanat, ce n'est que mon avis, hein, évidemment, hein, ce n'est que mon avis de citoyen comme un autre. Bon, voilà, tous les avis se valent, hein, c'est bien connu, tous les avis se valent. On va aller piocher au hasard, allez, pour rigoler. Alors, où est-ce qu'on peut aller
Tiens, elle est pas très loin de chez moi. Ah bah tiens, d'ailleurs, attends. Oh, mais c'est chez moi, ça. Alors, Éric Ciotti. Ouais, franchement, on va pas en rajouter un. Éric Ciotti, c'est quelqu'un qui a... Enfin, ce qui est intéressant avec Éric Ciotti, c'est que Valérie Pécresse, elle avait enterré les Républicains. Et Éric Ciotti, en fait, il a pissé sur la tombe. Éric Ciotti, il a pissé sur la tombe des Républicains. Et ça, je trouve que c'est très fort parce que, bon, évidemment, son histoire et son avenir, c'est les poubelles de l'histoire. Mais il aura quand même une place dans la grande histoire comme étant celui qui a fini par pisser sur le parti héritier de Charles de Gaulle. Et ça, je trouve ça fantastique. Je trouve qu'il y a un certain panache. Voilà. C'est d'une tristesse absolue. Alors, Grégory Renard, il opère sur Twitter sous le pseudo Greg du Morbihan, employant à satiété le terme bogmoul, substitut de l'insulte raciste bougnoul. Bah ouais, c'est la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression, hein. On peut très bien dire ça, c'est pas méchant, les gens ils voient du racisme partout. Enfin, bon, lui ça a l'air. Enfin, je connais pas personnellement, mais moi je peux très bien dire que c'est un peu. Je ne dirais pas évidemment que c'est une tête de con, parce que je suis pas comme ça, mais si j'avais envie de rigoler, je pourrais dire que Monsieur Grégory Renard est une tête de con. Mais c'est sur le ton de l'humour, c'est sur le ton de la blague, vous voyez. Bon, on peut plus rien dire, on peut plus se moquer, c'est terrible, hein. C'est terrible. Évidemment, je ne suis pas, je n'invite pas les gens à être insultants envers les uns avec les autres. Il faut être respectueux dans la République. Mais il y a des termes quand même, même s'ils sont dits sur le ton de la blague, même s'ils sont dits sur le ton de, allez, la liberté d'expression, bah il y a des termes quand même, ils sont pas très appréciés, hein, ils sont pas très appréciables, et donc il serait de bonne loi de ne pas en faire un usage trop excessif. On va aller se faire un petit zapping. Alors, une fois encore, quand je dis qu'on peut lutter en politique pour se dire qu'on est gouverné par des incompétents, c'est le principe même, hein, quand on a un peu de culture, de se rendre compte, bah, en fait, effectivement, quand on a lu les livres de Vincent Jauvert, La mafia d'État, quand on a lu des livres sur la violence des riches de Monique Pinceau-Charlot, les relations, quand on a lu des livres de Sophie Coignard sur l'oligarchie des incapables et la République bananière, enfin, je veux dire, c'est pas nouveau, ça fait depuis 30 ans, 40 ans que les gens en haut du pouvoir en profitent grassement. Et en fait, ça pouvait marcher, ça pouvait tenir ce truc-là, parce que les gens en dessous, bah, il y avait du travail, il y avait de la perspective en l'avenir, il y avait avec un salaire, on faisait vivre 4 familles. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on a une dette qui a littéralement été atomisé, et on est en train de dire à des gens que en 30 ans, ils vont devoir supporter une dette qu'ils ne pourront jamais rembourser. Ils ont perdu 20% de pouvoir d'achat sur 5 ans. Ils ont la crise climatique qui les menace. Et on a une Union européenne qui ne les protège pas, ni des ingérences extérieures, ni de la concurrence déloyale qu'il y a au sein de l'Union. Et bah, les gens, ils en ont marre. Alors, de manière contestataire, ils votent quand même pour le parti héritier du nazisme. Voilà, c'est pas une adhérence, c'est pas une adhésion, mais bon, on a le choix entre un parti social, entre un parti quand même plus social et un parti franchement raciste. Et de manière contestataire, on préfère le parti raciste. Bon, bah très bien. Mais quels sont les candidats du parti raciste? Il y en a déjà la moitié qui se présentent pas au débat, donc c'est très bien. On va voter pour des gens. On ne sait pas quelle est leur idée, on ne sait pas quel est leur parcours, on ne sait même pas à quoi ils ressemblent, mais on va voter pour eux et on va leur filer 5000 balles par mois de salaire grâce à nos impôts. Ça dérange personne. Ça dérange personne. Bon, et ensuite, on a ça. J'avais un peu de mal géographiquement. Nazi, ça veut dire le premier parti socialiste d'Hitler. Donc vous êtes nazi. Donnez-nous un exemple. On va passer à notre deuxième dossier. Et ça, en fait, ça pose question. Le Front National ou le Rassemblement National aujourd'hui, c'est un parti qui date pas d'il y a 5 ans. Il n'est pas apparu comme ça, c'est pas En Marche. Je veux dire qu'En Marche, ils aient des Playmobil avec des députés qui ne font qu'obéir aux ordres comme des bons valets. Bon, ça se comprend. C'est des gens, ils n'ont qu'une culture politique, ils n'ont qu'une histoire politique. Ils voulaient juste avoir l'impression de participer à quelque chose de nouveau. Bon, ils se rendent bien compte qu'en fait, ils servent à rien et qu'ils ont amené indirectement l'extrême droite là où il en est aujourd'hui. Mais le Rassemblement National, c'est un parti qui engrange, je sais pas, des millions, des dizaines de millions de subventions publiques et de dons. Comment ça se fait qu'ils ont autant de candidats potentiels? Mais c'est des nazes.
C'est des nazes. Les mecs, ils ont rien. Ils ont aucun bagage, ils ont aucune culture, ils ont aucun... C'est naze. Et vous allez voter pour ces gens-là de manière contestataire. Vous allez les mettre en capacité de voter des lois pour vous. Mais c'est... Enfin, moi, ça me choque. Avant, quand on me parle de faire confiance aux citoyens et de faire confiance à l'éclairage des citoyens, de faire confiance à l'intelligence des citoyens éclairés, mais je commence à perdre foi envers les deux. Qu'est-ce que ça veut dire nazi? Il faut en plus que je vous explique ce que c'est? Non, j'invite aux téléspectateurs d'aller taper sur Google. Nazi, ça veut dire le premier parti socialiste d'Hitler. Donc... Le Parti national socialiste. Oui, c'était ça à la base. De toute façon, vous le savez. D'ailleurs, tous ceux qui seraient tentés de dire que oui, Mussolini et Hitler, ils viennent à la base du socialisme, peut-être, hein, c'est certainement, enfin, c'est vrai, pour Mussolini, c'est avéré. Mais la question, c'est pas d'où ils viennent, c'est qu'est-ce qu'ils ont appliqué. Parce que je suis désolé, François Hollande et Manuel Valls, ils viennent du Parti socialiste. Est-ce qu'ils ont mené une politique socialiste? C'est ça la question. Je veux dire, on a présenté Emmanuel Macron comme étant quelqu'un de gauche parce qu'il venait de chez Hollande. Est-ce qu'il a appliqué une politique sociale de gauche? Non. Donc en fait, vous pouvez appeler un tank un avion. Si c'est un avion qui ne vole pas, ce n'est pas un avion. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien de dire oui, mais Hollande c'est le PS, oui, machin. Hollande c'est un gars de gauche. Ouais, Hollande c'est un gars de gauche historiquement, mais qu'est-ce qu'il a appliqué comme politique? Est-ce qu'il a appliqué une politique de gauche ou est-ce qu'il a appliqué une politique de droite? Est-ce que l'économie a été plus sociale sous François Hollande? Non. Donc arrêtez. Moi ça aussi ça me tue. Hein. On va en parler dans une prochaine capsule de l'inculture des gens en ce qui concerne la politique et comment ils pensent avoir un avis pertinent alors que c'est un terme qui peut paraître péjoratif, mais c'est des demi-habiles quoi. C'est des demi-habiles. C'est des gens, ils pensent connaître quelque chose, ils pensent avoir un savoir, ils ne l'ont pas. Et en fait, pour des gens qui ont ce savoir, vous êtes à côté de la plaque et c'est usant. Mais on va en parler dans une prochaine capsule. Vous êtes nazi. J'ai de la famille sur Saint-Étienne, notamment en première circonscription. C'est vrai que... Mais vous n'y habitez pas? Ah ben non, je n'y habite pas, mais je suis souvent sur Saint-Étienne. D'accord. J'aime Saint-Étienne. D'accord. J'aime... Mais c'est pareil, t'aimes, tu machin. Est-ce que tu es au contact des gens? Est-ce que comment dire, la politique, tu l'as fait pourquoi? Si tu as fait politique parce que t'aimes la politique, c'est très bien. Tant mieux. Il faut faire ce qu'on aime. Mais si ton but dans la politique, c'est de faire une carrière, quitte à ce que la vie des gens ne s'améliore pas, voire même qu'elle se réduise en termes de qualité, quel est l'intérêt en fait? C'est comme si tu disais je voulais être médecin, mais bon, si les gens ils se sentent pas mieux après être passés chez moi, si mes traitements que je propose marchent pas, bon bah tant pis. C'est comme si tu voulais être mécanicien, tu te dis bon les gens ils viennent chez moi, je répare la bagnole, puis ils reviennent au bout de 15 jours, bon bah c'est pas grave si je suis pas du bon travail, ils iront ailleurs. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Et c'est terrible. Enfin, moi, j'aimerais que vraiment les gens ils se posent cette question-là quand ils ont affaire à des politiques. Est-ce que quand vous avez affaire à un politique, quand il vient vous voir, vous vous dites, mais est-ce que vous faites quelque chose pour nous? Ou alors est-ce que vous faites juste ça pour la carrière? Qu'est-ce qui vous pousse à faire de la politique? Il faut poser la question quand vous en croisez un. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir là? Qu'est-ce qui vous donne envie de faire ça? Qu'est-ce qui vous motive chaque matin à vouloir être élu? Qu'est-ce que vous voulez apporter à la société? C'est ça hein, qu'on devrait se poser la question comme politique. Ça devrait être ça. Et ça ne l'est pas. Et moi, je trouve ça, mais c'est ça en fait qui tue la politique. C'est ça qui tue la croyance en la politique, en la démocratie. La première circonscription, au début, j'avais un peu de mal géographiquement parce que quand on n'est pas originaire de la Loire, faut apprendre à connaître le territoire. Faut s'y promener, faut visiter, voilà. Il faut diminuer également tous les taxes, les impôts. Lesquels? Les taxes, tout qui ruine les entreprises. Donnez-nous un exemple. Nous, on a baissé les impôts sur les entreprises de 33 à 25%. Oui. Qu'est-ce qu'elle... Oui, donc ils ont baissé les impôts sur les entreprises de 33 à 25% parce que ce mec-là, il est issu de l'ancienne majorité présidentielle, donc Renaissance, Horizon, En Marche, ça a changé. Ça a changé 10 fois de nom en 6 ans, hein, quand même, le truc. Pour montrer encore une fois l'inconstance de l'idéologie. Ils ont réduit de 33 à 25% les taxes des entreprises. Est-ce que la vie en France, globalement, s'est améliorée?
Est-ce que la vie en France s'est globalement améliorée, globalement améliorée avec ces baisses de taxes? Je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai pas l'impression. Moi, je sais pertinemment, hein, par rapport à mes revenus, par rapport à mon activité, que ce que je pouvais me payer il y a 4 ans, bah, avec le même revenu aujourd'hui, je peux moins m'en payer. Je le sens, je le vois. Et pourtant, il y a une augmentation mécanique. Donc, voilà, vous avez supprimé les impôts des entreprises, vous avez fait perdre de l'argent à l'État, vous avez réduit la qualité des services publics, et on en est là. Donc, c'est vraiment pas un bilan à défendre, en fait. Hein. C'est vraiment pas défendable comme bilan. Mais bon, face à lui... De quels impôts, quelles taxes sur les entreprises voulez-vous baisser? Bah, toutes les taxes qui sont liées à... Donnez-nous un exemple. On va passer à notre deuxième dossier. Mais c'est quand même... voilà, une fois encore, potentiellement, ce jeune homme, qui a peut-être envie, hein, qui va peut-être s'améliorer avec le temps. Mais pour l'instant, ce jeune homme-là, il va potentiellement occuper un siège qui va lui rapporter 5 000 balles par mois, plus 6 000 balles d'indemnité de frais de représentation de mandat. Donc 11 000 balles à claquer tous les mois. Alors que c'est quelqu'un qui n'a pas le niveau. C'est quelqu'un qui n'est pas apte. Je suis désolé, c'est quand même un type, il va avoir le pouvoir de voter des lois. Il va avoir le pouvoir de voter des choses. Et encore, s'il a le pouvoir, parce que si au final ils nous font des 49.3, c'est tous ces gens, tout ça sert à rien. Hein. Si on peut gouverner par 49.3, par ordonnance, tout ce qu'on est en train de faire là, ça sert à rien, hein, toutes ces élections. Mais bon. On peut lutter contre l'augmentation du climat, mais rappelons-le quand même que la Terre se réchauffe d'elle-même, naturellement. Alors oui, ça, une fois encore, je vais terminer là-dessus, puis après on va arrêter là, parce que franchement, ça devient ridicule. Oui, le climat de la Terre, il a des évolutions, des périodes glaciaires, des périodes chaudes. Le fait est que quand il y avait ces évolutions-là, ça s'est fait sur des dizaines de milliers d'années. Peut-être à des époques où l'humanité n'avait pas de civilisation. Donc en fait, si demain tu me dis que dans les 30, 40, 50 prochaines années, le climat va tellement changer que tout ce qu'on a produit pendant 2000 ans, ça n'aura plus la même production, ça n'aura plus la même quantité de production, on va crever en fait. On va crever. Si tu dis qu'aujourd'hui, la production de blé en France, à cause de l'évolution du climat, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit causée par l'homme, ça va réduire la production de céréales de 50%, on va crever. Et il n'y a rien qui est fait pour s'organiser ça. Alors, je ne vais pas continuer là-dessus parce que franchement, ça ne vaut pas le coup. Par contre, si vous avez l'occasion, allez regarder cette interview de Serge Jacquat sur le média Limite sur YouTube. Serge Jacquat, c'est un agroclimatologue. C'est-à-dire que lui, il s'intéresse à l'impact du changement climatique sur la production agricole. Moi, ça me fait flipper. Hein. Moi, ça me fait vraiment flipper. C'est-à-dire que quand ma fille, elle aura mon âge, c'est-à-dire la trentaine, notre manière de produire, si elle n'a pas changé, elle va peut-être avoir des conséquences sur la distribution de nourriture. Ça me fait flipper. Donc, voilà. On va s'arrêter là-dessus. Je vous le mettrai en description, le lien. Que vous ayez voté ou que vous alliez voter, faites-le, mais franchement, faites-le en réfléchissant parce que c'est très, très important. Ça peut paraître même très important, ça se trouve ça l'est pas parce qu'au final vous avez voté pour quelqu'un en qui vous avez confiance et qui va bien vous représenter et au final le gouvernement, le pouvoir fera passer sa loi sous 49.3 donc votre député servira à rien. Quoi que vous fassiez, faites-le en votre âme et conscience, faites-le en ayant conscience des enjeux et surtout abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne principale Éminence Grise sur laquelle vous pouvez retrouver la vidéo sur les élections, électeurs sensibles s'abstenir, voter n'est pas acte démocratique selon François Bégodeau. Vous pouvez rejoindre la chaîne pour 99 centimes par mois. Vous pouvez télécharger mon livre sur Kindle, sur le pantouflage, qui est un concept politique que vous devez connaître, que vous devez apprendre, parce que c'est vraiment l'un des fléaux, un des autres fléaux de notre démocratie. Je vous dis à bientôt, bonne lecture et prenez soin de vous et de vos proches.